Cette- Donc, bienvenue à cet atelier de perfectionnement du REFAD qui a pour titre « Quand les objectifs des étudiants en mathématiques sont à court terme, quelles dynamiques se mettent en place au sein du trouble apprenant, tutrice, contenu dans un contexte de formation à distance ». Je me présente, mon nom est Martin Bérubé. Je suis conseiller pédagogique au Cégep de la Pocatière et membre du comité de mise en œuvre de FADIO. Donc, c'est moi qui vais agir comme modérateur aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, l'enregistrement est débuté. Et je voudrais avant tout céder la parole aux animateurs, remercier le CDEACF pour la gestion des enregistrements et le montage des capsules vidéo. En tant que membre de FADIO, je voudrais expliquer un petit peu notre présence. C'est qu'on nous a confié le mandat d'animer pour ce l'hiver 2020 les ateliers de perfectionnement du REFAD. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est moi qui est là ce midi pour agir comme modérateur. Avant aussi de céder la parole, je vais vous inviter à la fin de du présent atelier à compléter les formulaires d'évaluation et soyez assurés que toute la documentation et les enregistrements seront disponibles suite à cet atelier. Sur ce, je vous souhaite un bon atelier et je laisse la parole aux animateurs. Donc, bonjour, bienvenue à tous. Je vais commencer par présenter l'équipe. Donc, mon nom est Marie-Michèle Réaume, je suis conseillère pédagogique et chargée de projet au secteur du tutorat. Et je suis en compagnie de Blandine Courcot et Mathieu Vu, qui sont tous les deux conseillers pédagogiques et chargés de projet de recherche, ainsi que de Nelly Caligny, qui est tutrice accompagnatrice en mathématiques au Cégep à distance. Donc, aujourd'hui, l'atelier « Quand les objectifs des étudiants en mathématiques sont à court terme, quelle dynamique se met en place au sein du trouble apprenant-tutrice contenu dans un contexte de formation à distance ?» Pour répondre à cette question-là, aujourd'hui, en fait, on vous présente un projet pilote qui a été mis en place à l'été 2019, permettant à 32 étudiants de faire leur cours de mathématiques là, de façon accélérée. C'est un projet qui est en continuité avec le projet pilote de tutorat, un projet pilote d'encadrement bonifié qu'on avait présenté aux ateliers du REFAD en 2018 et 2019. Vous trouverez dans le clavardage les liens de ces ateliers-là. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'origine de ce dont on va parler aujourd'hui, vous pourrez aller consulter, visionner ces ateliers-là. Avant de commencer officiellement, juste pour vous dire que, évidemment, on a un contexte particulier en ce moment. Évidemment, tous les membres de l'équipe animent l'atelier de la maison. Donc, si jamais il y a des petits soucis techniques, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'ajuster le mieux possible. Mais en principe, tout devrait bien aller. Vous ne devriez pas entendre de chiens japper aujourd'hui. Donc, je commence maintenant avec le plan de l'atelier. On va commencer en fait par faire une petite mise en contexte de ce projet pilote. On va vous parler des raisons qui ont amené en fait à mettre en place un modèle intensif au Cégep à distance. On va vous parler des avantages de ce modèle-là, mais également, on va aborder les défis et les enjeux auxquels on a été confrontés là, en tant qu'équipe projet. Ensuite, Nelly, notre tutrice, va vous parler des différentes mesures d'encadrement concrètes qu'on a mis en place avec les étudiants dans ce contexte-là. Et elle va vous présenter également les outils qu'elle a utilisés pour encadrer les étudiants, mais également pour suivre les étudiants. Et par la suite, Blandine et Mathieu de l'équipe de la recherche vont faire ressortir les points, en fait, intéressant là, de l'étude de suivi. Le but, bien sûr, c'est de savoir si ce qu'on a fait a eu une réelle incidence sur nos étudiants. Et également, le but, c'est de nous donner des pistes d'intervention pour la suite des choses. Il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, on va faire le tour du clavardage à la fin. Par contre, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le clavardage parce qu'on a d'autres membres de l'équipe du Cégep à distance qui sont présentement avec nous et qui vont répondre aux questions.
Donc, notre gestionnaire, Alexis Thibault, une tutrice, Anne-Marie Mazé, et une chargée de projet, Vanessa Balounaïk, excuse-moi, Vanessa. Donc, qui sont avec nous et qui pourront répondre aux questions là, pendant la présentation. Donc, je commence maintenant avec la mise en contexte. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été menée là, au Cégep à distance auprès de nos étudiants pour connaître leur motivation à s'inscrire au Cégep à distance. Ça nous a permis, en fait, de mieux cerner leurs besoins et leurs attentes face à l'institution. Les principaux constats de l'étude, en fait, on s'est rendu compte que les étudiants vivaient des enjeux semblables là, en termes de motivation, de gestion de temps, mais on s'est rendu compte également qu'ils avaient des profils très, très, très variés. Également, le principal attrait du Cégep à distance qui est ressorti davantage, c'est vraiment la flexibilité des horaires et des lieux géographiques de la formation à distance asynchrone autoportante. Et on s'est rendu compte que les besoins en matière d'encadrement variaient énormément là, selon les profils des étudiants. Donc, l'objectif de cette étude-là, en fait, c'est de nous permettre d'offrir plus d'un modèle de cheminement afin de s'adapter aux caractéristiques des différents types d'apprenants et donc ainsi mieux répondre à leurs besoins. J'aimerais mentionner ici, avant de continuer, que notre objectif, c'est vraiment d'individualiser nos interventions pour chacun de nos étudiants. Mais, bien entendu, on n'est pas encore rendu là, dans nos approches. Là, on sait qu'au Cégep à distance, on a environ 16 000 étudiants année. Donc, on n'est pas encore rendu là individualisé pour chacun. Donc, on tente de personnaliser le plus possible nos interventions selon les grands profils généraux. Évidemment, ici, il n'est pas question de catégoriser les étudiants, bien au contraire, mais plutôt de dégager les principaux besoins là, pour mieux orienter nos interventions. Donc, plusieurs solutions ont été mises en place, notamment engager une tutrice à temps plein pour expérimenter un nouveau modèle d'encadrement, qui est le modèle intensif dont on va vous parler aujourd'hui. L'objectif de ce modèle-là, en fait, c'est de répondre aux besoins des étudiants qui désirent suivre leurs cours de façon accélérée, tout en gardant les avantages du modèle actuel, flexible et personnalisé. On a également expérimenté au Cégep à distance la mise en place d'une cohorte, mais le modèle avec des horaires et des dates de remise des évaluations fixes et uniformes ne convenait pas à nos étudiants. Pardon. On s'est rendu compte que nos étudiants souhaitaient terminer plus rapidement, mais également, ils souhaitaient organiser leur temps selon leurs propres besoins. Maintenant, pour vous permettre là, de bien comprendre les enjeux liés à la temporalité dans un contexte de formation à distance asynchrone autoportante, je vous présente ici le cheminement type d'un étudiant au Cégep à distance. Donc, l'étudiant s'inscrit en ligne. Ensuite, il va recevoir son matériel par la poste. Ensuite, son tuteur, on va lui assigner un tuteur qui va l'accueillir par courriel dans les 7 jours suivant son inscription. Par la suite, l'étudiant a un délai de 6 mois pour faire l'ensemble des activités d'apprentissage et pour faire tous les devoirs. Tout en naviguant, il doit rester autonome, gérer son temps de façon individuelle, tout en naviguant là, dans l'environnement d'apprentissage, c'est-à-dire les différents fichiers audio, vidéo, écrits, etc., et le matériel imprimé également. Donc, on parle de volume de cours, cahier d'apprentissage, etc. Et par la suite, encore une fois, de façon tout à fait autonome, l'étudiant a un délai de 3 mois pour s'inscrire à l'examen, s'y préparer et pour le passer. Donc, voyez que si l'étudiant ne contacte pas son tuteur pendant toute cette période-là, il peut facilement être isolé, ce qui pourrait facilement devenir anxiogène pour lui. Et imaginez si en plus, il a besoin de terminer son cours plus rapidement, il va assurément avoir besoin d'encadrement beaucoup plus serré de la part du tuteur pour l'aider justement à garder le rythme et à poursuivre son cheminement. Les étudiants qui sont visés par ce modèle-là, je vous ai parlé au début de la présentation des différents profils d'étudiants au Cégep à distance. Donc, c'est vraiment ce portrait-ci, celui que je vais vous présenter, qui a motivé l'expérimentation de ce nouveau modèle intensif. Donc, ce sont des étudiants qui proviennent souvent des commandites. Donc, qu'est-ce qu'une commandite? C'est un étudiant qui s'inscrit qui est inscrit en fait dans un collège régulier dans le réseau et qui suit un cours chez nous. Donc, essentiellement, son parcours se fait au régulier.
Également, ce sont des étudiants qui ont un objectif précis à atteindre, donc l'entrée à l'université ou à la prochaine session collégiale. Ce sont des étudiants qui désirent faire leur cheminement en accéléré et réussir leur cours rapidement, selon leur délai et à leur propre rythme. Ce sont des étudiants qui ont besoin de rétroaction rapide du tuteur, donc des retours de courriel, visioconférences, corrections, etc. Maintenant, les cours qui sont touchés par le projet, essentiellement les cours de mathématiques. Donc, on a ciblé calcul différentiel et algèbre linéaire et géométrie vectorielle, profil sciences de la nature et profil sciences humaines. Et pourquoi avoir choisi ces cours-là pour expérimenter ce nouveau modèle? Bien, en fait, ce sont des cours préuniversitaires dans lesquels il y a un fort volume d'inscriptions. Et également, il y a plusieurs acteurs du réseau collégial, notamment les aides pédagogiques individuelles, qui ont demandé un encadrement particulier dans ces cours-là, parce qu'évidemment, les étudiants ont des grandes difficultés en mathématiques et encore plus en mathématiques en formation à distance. Maintenant, je vous parle des défis et des enjeux institutionnels qu'on a rencontrés finalement comme équipe projet auxquels on a été confrontés. D'abord, il a fallu évaluer globalement les besoins de nos étudiants. Comme il s'agissait surtout d'élèves qui proviennent du régulier, j'en ai parlé tantôt, des étudiants des commandites, on devait établir un échéancier entre la fin de la session d'hiver et le début de la session d'automne. Et on devait également prévoir tous les délais administratifs en plus du contenu de cours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté les échéanciers de nos cours en tenant compte des différentes choses suivantes, soit la période d'inscription, l'envoi du matériel de cours, le contenu de cours comme tel, donc ce sont quand même des gros cours, des cours de 75 heures, donc la division des modules, le délai pour l'inscription à l'examen, la date des séances d'examen et également, j'en ai parlé tantôt, la date de début de la prochaine session collégiale ou universitaire. Également, comme nos étudiants proviennent d'un peu partout sur le territoire québécois, on devait s'assurer que les étudiants pouvaient faire leur examen dans leur région à une date précise. Oui, au cégep à distance, les cours se font à distance, en ligne, bien entendu, mais les examens se font présentement sur des sites de passation en présentiel. Donc, ça aurait été dommage que les étudiants fassent tout le parcours en modèle intensif et qu'ils se retrouvent à la fin avec finalement pas la possibilité de faire leur examen. Donc, on devait s'assurer de ça au départ. Ensuite, on a dû établir le processus de recrutement des étudiants en se basant sur les données de l'année précédente, notamment le nombre d'inscriptions pour savoir finalement, comme équipe projet, on aurait à inscrire combien d'étudiants, combien la tutrice aurait à encadrer d'étudiants également, donc pour nous donner une bonne idée de ce qui s'en venait. Et également, on a dû élaborer une communication détaillée pour les étudiants pour s'assurer que c'est un modèle qui leur convenait. Parce qu'évidemment, il y a différents enjeux liés à ce modèle-là. Donc, quand on recrutait les étudiants, on leur demandait s'ils étaient intéressés, on leur posait une série de questions, notamment les questions suivantes. Est-ce que vous êtes disponible de 12 à 15 heures par semaine? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les technologies? Est-ce que vous êtes discipliné, organisé? Est-ce que vous êtes disponible pour passer l'examen à une date précise dans une ville près de chez vous? Donc, c'est toutes des questions qu'on devait poser aux étudiants pour s'assurer, comme je le disais tantôt, que le modèle leur convenait. Ensuite, autre défi, en fait, comme il s'agissait d'un projet pilote, pour nous permettre de suivre la tutrice et les étudiants, on devait également prévoir un processus de suivi du projet. Donc, on a mis différentes choses en place. On a mis en place un outil de suivi des étudiants pour la tutrice, un journal de bord pour la tutrice. Ensuite, des questionnaires pour les étudiants, questionnaires de début de parcours et de fin de parcours, et également un outil de suivi du projet. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait retenir de cette expérimentation-là. Donc, différentes questions. Est-ce que les étudiants en session intensive ont persévéré? Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Est-ce qu'ils sont restés dans la formule intensive ou s'ils sont retournés dans le modèle standard? Est-ce que la tutrice a réussi à assurer l'encadrement personnalisé des étudiants malgré les contraintes de temps? Est-ce que nous recommandons de répéter l'expérience? Que pouvons-nous faire pour améliorer pour la suite, etc., etc.? Et donc, Mathieu et Blandine vont vous parler un petit peu plus, évidemment, d'études de suivi dans quelques instants. Autre défi très important pour l'équipe projet, l'encadrement et la correction numérique en mathématiques. Donc, peut-être que vous le savez,
il y a un enjeu particulier avec l'utilisation des caractères mathématiques. On n'a pas trouvé encore de façon optimale là, de faire des devoirs directement dans l'environnement numérique d'apprentissage. Donc, les cours dans lesquels il y a des caractères mathématiques à écrire transitent toujours par la poste. C'est une problématique qu'on trouve au cégep à distance, mais évidemment pas seulement chez nous. Là, dans l'ensemble du réseau, c'est un questionnement là, évidemment qu'on a à ce niveau-là. Par contre, évidemment, ça aurait été en contradiction avec le modèle intensif d'ajouter des délais de poste, étant donné que les étudiants devaient terminer plus rapidement. Donc, on devait trouver vraiment la meilleure façon là, pour permettre aux étudiants de remettre leurs devoirs en version numérique. La façon la plus optimale qu'on a trouvée, c'est l'utilisation d'une application sur téléphone pour la numérisation des devoirs. Donc, essentiellement, les étudiants faisaient leurs devoirs papier-crayon. Ensuite, ils numérisaient les devoirs à l'aide d'une application sur cellulaire, le déposaient dans l'environnement numérique d'apprentissage. La tutrice récupérait les devoirs et effectuait les corrections à l'aide d'une tablette graphique. Nelly va vous en parler d'ailleurs un petit peu plus en détail là, de cet aspect-là dans quelques instants. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est préparer la procédure détaillée pour la remise des devoirs numérisés pour les étudiants, préparer l'environnement numérique d'apprentissage pour recevoir les devoirs numérisés et les rétroactions technologiques. Et là, vous ne voyez pas très bien, mais tester la tablette graphique. Donc, évidemment, on devait s'assurer que la tutrice avait un outil, le meilleur outil finalement là, pour réussir à encadrer les étudiants. Comme je le disais tantôt, Nelly va vous montrer des exemples dans quelques instants. D'ailleurs, avant de donner la parole à Nelly, je vais en fait énumérer en fait c'est quoi les avantages d'un modèle intensif en formation à distance asynchrone autoportante là, pour les étudiants. Donc, essentiellement, la disponibilité de la tutrice 5 jours par semaine, l'encadrement et l'échéancier dynamique personnalisé. Nelly va vous en parler aussi tantôt. Des relances régulières de la tutrice, le transfert rapide des devoirs par le biais de l'ENA, donc pas de délai de poste. Des rétroactions technologiques, audio et vidéo. Des rencontres en visioconférence avec la tutrice, donc séances d'accueil, encadrement, séances de préparation et d'évaluation finale, etc. L'assurance de terminer le cours avant le début de la prochaine session collégiale ou universitaire et également, autre aspect important, toujours la possibilité de retourner en parcours régulier 6 mois. Donc, si un étudiant ne réussissait pas à atteindre son objectif à court terme, il ne tombait pas en échec, il pouvait quand même retourner dans le modèle 6 mois et continuer finalement son parcours. Bien entendu, il n'obtenait pas son résultat pour la prochaine session universitaire ou collégiale. Donc, voilà, maintenant, je vais donner la parole à Nelly qui va vous parler plus concrètement de ce qu'elle fait là, avec les étudiants. À toi la parole, Nelly. Merci, Marie-Michel. Juste un instant. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer un peu les 4 champs d'intervention tout au long de la session intensive de l'été 2019. Donc, on commence par l'accueil, ensuite l'encadrement et le soutien, la relance ainsi que la rétroaction. Donc, je vais commencer tout de suite par vous montrer un peu le cheminement type de l'étudiant et les interventions du tuteur qui ont été utilisées lors du projet pilote initial. Donc, comme Marie-Michel l'a mentionné, les étudiants ont un délai de 6 mois pour envoyer leurs devoirs et ils ont aussi un délai de 3 mois pour faire l'examen. Donc, on voit, en fait, on voit les différentes interventions, là, les mesures qu'on utilise, soit l'accueil, l'encadrement et le soutien, la rétroaction avec les relances pour chaque devoir. Donc, on va en parler un petit peu par la suite. Donc, maintenant, on offre un nouveau modèle, donc le modèle intensif. Et on voit déjà qu'il y a une grosse différence entre le projet pilote initial et le modèle intensif. Donc, tout de suite, ici, le cheminement type de l'étudiant nous démontre qu'avec l'envoi des devoirs de 6 mois, là, on va condenser tout ça. Ça va devenir un délai de 10 semaines pour l'envoi des 4 devoirs. Et au lieu d'avoir un délai de 3 mois pour l'examen final, on a un délai de 9 jours avec une date précise pour la séance de l'examen, soit la date du 14 août 2019. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence. Tout est condensé, donc tout est faisable en fait en 3 mois.
Là, vous posez sûrement la question, bien, comment qu'elle fait pour intégrer tous les 4 champs d'intervention durant la session intensive? Bien, le voilà. Vous voyez maintenant toutes les interventions de la tutrice avec le modèle intensif, soit l'accueil, l'encadrement et soutien, la rétroaction, ainsi que les relances, tout ça dans un laps de temps qui est assez court, donc 3 mois. Maintenant, je vais commencer par vous expliquer le premier champ d'intervention qui a été utilisé lors de la session intensive de l'été 2019, l'accueil. Donc, l'accueil, c'est quoi? En fait, c'est vraiment juste, l'étudiant est invité par courriel à une séance d'accueil synchrone en visioconférence. Donc, on lui remet des plages horaires et c'est à lui de décider c'est quand qu'il peut assister à la visioconférence. Et durant la séance d'accueil, je parle notamment de l'échéancier dynamique, les documents du babillard de cours, la numérisation des devoirs ainsi que les disponibilités de la tutrice. Donc, commençons par le premier point qui est abordé lors de la séance d'accueil, l'échéancier dynamique. Donc, c'est important de connaître la situation de vie de tous nos étudiants, de savoir est-ce qu'ils travaillent à temps plein, est-ce qu'ils travaillent à temps partiel, est-ce qu'ils prennent d'autres cours, y ont-ils des vacances pendant leur session d'été. Donc, c'est sûr que c'est toujours difficile pour l'étudiant de structurer leur parcours académique. Et donc, c'est pour ça que j'encourage mes étudiants à utiliser cet outil détaillé et très flexible. Donc, il s'ajuste selon les besoins de l'étudiant. Si on regarde l'échéancier, comment ça fonctionne, en fait, c'est un petit tableau. L'étudiant doit remplir sa date de début, la date d'échéance au devoir, ainsi que le nombre d'heures qu'il désire faire par semaine. Donc, ça, c'est un exemple pour le cours de calcul différentiel. Donc, on a ici un exemple, un étudiant qui a rempli son tableau et qui désire commencer, donc, la date de début le 27 mai, qui veut finir ses devoirs pour le 31 juillet et qui désire faire 14 heures par semaine. On voit tout de suite que cet outil qui a été conçu par le Cégep à distance, c'est vraiment un bel outil parce que on a des dates qui sont créées pour chacun des devoirs. Donc, devoir 1, par exemple, serait à remettre pour la semaine du 10 juin 2019 et ainsi de suite. Donc, ça l'aide l'étudiant à structurer son parcours, surtout quand il est laissé avec un délai avec une temporalité sous contrainte qui fait en sorte qu'il a besoin beaucoup plus de structure, en fait. Le deuxième élément qui est abordé lors de la séance d'accueil, c'est vraiment les documents du babillard de cours. Donc, malgré le fait que j'ai simplement 32 étudiants, ça arrive malheureusement que je n'ai pas nécessairement la chance de répondre aux questions à la minute près, bien évidemment. Donc, c'est à ce moment-là que je vais discuter du babillard de cours qui ressemble à ça. On a ensuite une discussion, donc les liens utiles, où est-ce que les étudiants peuvent venir et trouver des ressources par rapport aux notions du secondaire et les notions du cours. Donc, si, par exemple, le matériel, il y a des concepts qui sont un peu plus difficiles pour eux de comprendre. Donc là, je leur invite à avoir les notions préalables et les notions du cours pour mieux comprendre les concepts un peu plus difficiles. Troisième élément à aborder durant la séance d'accueil, c'est vraiment la numérisation des devoirs. Donc, encore une fois, étant donné qu'on est dans une temporalité sous contrainte, ce qui arrive, c'est que la session, envoyer un devoir par la poste, on peut avoir des délais de poste de 1 semaine, même 2 semaines, qui fait en sorte que ça ne va pas assez vite. Donc, on a vraiment besoin d'une solution pour ça. Et la solution, comme Marie-Michel l'avait mentionné, c'est la numérisation des devoirs. Donc, les devoirs ne sont plus envoyés par la poste, mais bien numérisés. Ensuite, les étudiants vont déposer leurs devoirs dans l'environnement d'apprentissage et c'est là que je vais les récupérer pour pouvoir en faire la correction. Donc, c'est vraiment très, très utile pour assurer la rapidité tout au long du parcours de l'étudiant. Finalement, on a aussi le dernier point mentionné durant la séance d'accueil, qui est les disponibilités ainsi que les coordonnées de la tutrice. Donc, pour assurer, pour montrer aux étudiants qu'on a beaucoup de plages horaires disponibles pour eux, c'est très, très important de mentionner les disponibilités. Et d'ailleurs, par la suite, je vais vous montrer un outil qu'on utilise, un agenda type pour que les étudiants puissent prendre des rendez-vous. Questions qui se sentent à l'aise de prendre des rendez-vous au besoin. Je vais vous montrer maintenant un exemple d'accueil que j'ai fait avec un de mes étudiants.
Je pense que je vais juste assurer que j'ai mis le son. Donc, je vais enlever le partage d'écran pour 2 petites secondes. Puis, désolée. On essaie de diminuer notre... OK, parfait, c'est bon. Donc, voilà. Désolée. Donc, voici un exemple de séance d'accueil. Moi, j'ai fini mon deck OK. déjà, puis je suis déjà sur le marché du travail, sauf que là, mon employeur veut que j'aille mon diplôme, fait que là, ils m'ont comme dit, bon, ben, finis-le pour l'automne. OK. Bon, là, ben, c'est ça, là, ils me donnent une chance, sauf que c'est ça, là, ils veulent que je le finisse parce que... Ouais. Donc, on voit tout de suite que l'étudiant est à l'aise, justement, il doit parler un peu de son parcours, il doit m'expliquer un peu c'est quoi son parcours, c'est quoi la raison pourquoi il prend le cours durant la session intensive, et cela va définitivement m'aider avec l'encadrement. Je vais passer, désolée, on dirait que je perds ma souris. Je vais passer au défi surmonté sur le plan de l'accueil. Donc, c'est sûr qu'animer des visioconférences d'accueil synchrone plusieurs fois par semaine, c'est pas toujours évident étant donné que les étudiants ont des horaires qui sont un peu dispersés partout. Donc, les disponibilités des étudiants ne sont pas tous les mêmes. Donc, ce qui arrive, c'est que les visioconférences accueillent peut-être 1 ou maximum 2 étudiants. Cela veut dire qu'il peut avoir environ une trentaine de séances d'accueil à faire en 1 semaine ou 2 semaines. Donc, c'est sûr que la charge de travail devient beaucoup plus laborieux, mais c'est un défi que j'ai dû surmonter. Passons maintenant au deuxième champ d'intervention que j'ai utilisé lors de la session intensive de l'été 2019, l'encadrement et le soutien. Donc, c'est sûr, comme on le sait, à la formation à distance, tout court, c'est un trajet qui peut être difficile un peu pour les étudiants. Donc, imaginez maintenant prendre des cours de mathématiques en formation à distance et durant l'été, dans une temporalité accélérée. Donc, ça rend les choses un peu plus difficiles. Donc, c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir un bon encadrement bonifié, très, très bonifié. Donc, je vais parler des visioconférences, donc durant l'encadrement et le soutien tout au long du parcours de l'étudiant. C'est à ce moment-là que je fais des visioconférences de soutien, de préparation à l'examen et de gestion de temps ainsi que de gestion de stress. Je vais aussi faire des capsules d'aide en mathématiques qui vont aider l'étudiant avec leur parcours. Et je vais ensuite de ça parler des outils que j'ai utilisés lors de l'encadrement avec quelques exemples pour démontrer tout ça. Donc, commençons par les visioconférences. Donc, une chose sur laquelle nous sommes tous en accord, c'est que les mathématiques nécessitent des démarches étape par étape. Donc, les étudiants, d'habitude, ils n'ont aucune timidité, ils vont vraiment nous expliquer, nous demander, nous poser des questions. Désolée, je perds mes mots. Donc, par exemple, est-ce possible d'obtenir une démarche de la question 7 à la page 325? Donc, c'est assez spécifique et d'ailleurs, c'est sûr que j'ai besoin d'avoir la chance de pouvoir expliquer à cet étudiant-là en visioconférence avec une explication avec plusieurs étapes. Donc, c'est à ce moment-là que c'est important de développer une compétence relationnelle et d'être à leur disposition en tout temps lors de mes heures de travail. Donc, c'est très, très important de donner la chance aux étudiants d'expliquer la matière, donc tout ce qui a rapport avec le contenu. Mais non seulement le contenu, mais aussi un gros stress qui est l'examen final. Donc, l'étudiant va aussi se poser la question, comment s'organiser pour l'examen final? À ce moment-là, j'ai décidé de faire des séances de préparation à l'examen, comme j'ai fait pour les séances d'accueil, donc en fin de session, juste pour alléger le stress de l'étudiant. Donc, durant ces séances d'accueil, excusez-moi, durant ces séances de préparation à l'examen final, je discutais un peu de l'examen, comment faire et comment ça allait se passer. Ensuite de ça, on va aussi se poser des questions. Quelle stratégie devrais-je entreprendre pour créer un horaire d'études? Donc, plusieurs étudiants, ça m'est arrivé qu'il y a des étudiants qui voulaient venir en visioconférence justement pour juste discuter en fait des méthodes d'études où vraiment je prenais un calendrier
puis je regardais jour par jour. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, 19 juillet, on va étudier telle et telle matière. 20 juillet, telle et telle chose. 21, vous devez m'envoyer votre devoir. Donc, c'est vraiment un encadrement assez bonifié pour que les étudiants n'ont aucune stress, en fait. Puis, c'est sûr qu'il y avait plusieurs questions qui étaient redondantes. Puis plusieurs questions par rapport aux notions préalables. Donc, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? C'est simple. Je faisais en fait des capsules d'aide en mathématiques pour aider les étudiants au niveau des concepts qui sont un peu plus difficiles. Donc, c'était important pour moi d'analyser la demande et d'en trouver une solution. Et la solution, c'était les capsules d'aide en mathématiques. Donc, voici un exemple d'une image d'une capsule. Malheureusement pour vous, c'est juste une photo. Donc, l'explication, la vidéo pour trouver le domaine d'une fonction rationnelle, je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez le savoir. On pourrait en discuter pour des heures. Ça me ferait plaisir. Passons maintenant aux outils utilisés lors de l'encadrement. Donc, on a la tablette graphique qui servait à faire des démarches mathématiques et la correction des devoirs. Donc, c'était un outil qui était super intéressant à utiliser. En fait, c'est vraiment juste une tablette que vous connectez à l'ordinateur et c'est avec ça que je serais capable de faire en fait des démarches étape par étape, tout en expliquant à l'étudiant les concepts qui peuvent être un peu plus complexes pour l'étudiant. Donc, c'était vraiment un aspect techno qui facilitait ma tâche. Et voici quelques exemples de ce que la tablette graphique elle fait avec un tableau blanc virtuel. Donc, on a par exemple ici de trouver la dérivée et un autre exemple de trouver les domaines et les zéros d'une fonction. Encore une fois, si vous voulez en parler, moi, ça me ferait plaisir. C'est vraiment ma passion. Donc, voici un autre exemple que je vais vous montrer par rapport à l'encadrement et le soutien avec un de mes étudiants dans mon cours de calcul différentiel. T'as-tu dit qu'au début, quand le x moins 4 et le x plus 1 qui valent chacun un moins, on fait, est-ce que tu as dit qu'on fait moins fois moins ou moins divisé par moins, ou ça n'a pas d'importance? Non, moins fois moins. Parce que ici, dans ta fonction, tu as x moins 4 fois x. Ah oui, c'est vrai. Donc, comme on peut le remarquer tout de suite, l'étudiant est capable de bien comprendre avec l'explication en utilisant le tableau blanc, la tablette graphique. Donc, c'est super important pour moi d'assurer qu'ils ont bien compris et de pouvoir utiliser cette méthode pour encourager mes étudiants. Je vais maintenant vous parler un peu des défis surmontés sur le plan de l'encadrement et du soutien. Bien évidemment, l'utilisation de la tablette graphique, étant donné que je ne suis pas si techno que ça, ce n'était pas toujours évident dès le départ de m'habituer à la tablette graphique. L'assignation de plus d'un cours dans un laps de temps restreint, donc étant donné que je venais de commencer au cégep à distance, je n'avais pas beaucoup de temps pour assimiler les cours, les devoirs ainsi que les examens. Donc ça aussi, c'était un défi. Avoir de la flexibilité, apporter une approche centrée sur l'apprenant. Donc, vraiment être en mesure de répondre aux courriels, par exemple, dans un laps de temps de 24 heures, c'était pas toujours évident, surtout quand il y en avait beaucoup. Parfois, il y a des étudiants qui envoyaient des courriels, 5 à 10 courriels par jour. Donc, c'est sûr que il y avait cet enjeu-là. De proposer des capsules d'aide pour soutenir l'étudiant. Donc, entre les corrections et entre répondre aux courriels, faire des capsules d'aide et vraiment de les produire, les modifier, tout ça, ça prenait beaucoup de temps. Accompagner l'étudiant avec sa gestion de temps et l'aider à l'aider à établir ses priorités et personnifier l'expérience, de la rendre la plus humaine possible. Ça aussi, c'était un défi. Mais je vous dirais que pour les 2 derniers points, surtout, c'était des beaux défis. Parce que moi, personnellement, avec mon rôle en tant que tutrice, j'adore avoir ce lien, ce contact humain avec mes étudiants. Et donc, accompagner l'étudiant, c'était un défi, mais en même temps, c'est une passion. Donc, j'aime vraiment ça, prendre des heures au téléphone, juste expliquer à l'étudiant, c'est correct, tout va bien, et on gère le stress en même temps, et essayer d'alléger l'anxiété de l'étudiant. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui, je vous dirais même pas, c'est un défi. Je vous dirais que c'est plutôt une passion, une vocation.
Je vais passer tout de suite au troisième champ d'intervention, donc la relance. La relance est fondamentale dans l'apprentissage et la persévérance de l'apprenant en formation à distance, car c'est ce qui va contrer en fait le sentiment d'isolement que l'étudiant peut avoir. Donc, en fait, la relance, on en a 4. Il y a la première relance, dont l'invitation à remettre le premier devoir, ensuite l'invitation à remettre les autres devoirs, l'invitation à contacter la tutrice lorsque l'étudiant a un résultat de 70% et moins, et finalement l'invitation à s'inscrire à l'examen. Donc, c'est sûr que là, on essaie de faire ces relances sous forme courriel, où est-ce que l'étudiant, on va leur envoyer un petit rappel justement pour envoyer leurs devoirs ou pour s'inscrire à l'examen. Là, vous allez sûrement vous poser la question, mais comment tu sais s'il n'a pas encore remis son devoir ou s'il a à s'inscrire à l'examen ou s'il y a un résultat de 70% et moins, sachant que tu as quand même 32 étudiants? Bien, c'est à ce moment-là que je vais vous montrer l'outil de suivi qu'on utilise. Donc, c'est notre petit bijou développé à l'interne. Donc, l'outil de suivi, c'est vraiment un outil, un fichier Access qu'on utilise. Donc, un document où est-ce qu'on peut voir justement dans les encadrés rouges, je ne sais pas si vous voyez, on voit le début du cours, on voit aussi la date d'échéance au devoir, on voit la date d'échéance à l'examen, le nombre de devoirs reçus ainsi que le nombre d'examens reçus. Donc, tout ça va vraiment nous aider à assurer ça va nous permettre de cibler, de personnaliser les relances à faire pour encourager l'étudiant à persévérer. On va aussi remarquer que des informations qui sont administratives, qui sont importantes, et tout ça, c'est vraiment, c'est très, très bien pour nous parce qu'on est capable justement de personnifier l'expérience. Donc, ce petit bijou, comme je l'ai appelé, c'est un outil qu'on utilise. C'est très, très simple. C'est très, très simple d'utilisation avec des alertes flexibles et modulables pour aider la tutrice à effectuer un suivi constant tout au long du parcours de l'étudiant. Donc, bien évidemment, même avec des outils, il y a toujours des défis. Donc, être en mesure de bien suivre les étudiants pour l'envoi des courriels de relance. Donc, c'est sûr que être capable de quand même, parmi toutes les choses à faire, donc la correction, de répondre aux questions, de faire tous ces rappels-là, des fois, c'est un enjeu parce que on doit vraiment faire cette mise à jour dans notre tête, de vraiment savoir que oui, on doit envoyer les courriels et tout. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident de suivre les étudiants à ce niveau-là. Personnaliser les relances selon le portrait des apprenants. Donc, on sait en fait qu'il y a une différence entre dire bonjour et bonjour Nelly. Donc, c'est super important pour nous de personnaliser les relances pour que les étudiants sachent qu'on est là de façon... ils ne sont pas tout seuls. On est là avec eux, même sous forme de courriel. Donc, ça aussi, c'était un défi à surmonter. Là, j'aimerais ça en fait, j'aimerais raconter une petite anecdote pour justement démontrer comment la relance a un gros impact dans la vie de l'étudiant. Donc, j'avais une de mes étudiantes qui, elle, travaille à temps plein. Puis, rendu fin juillet environ, j'ai remarqué, grâce à l'outil de suivi, j'avais remarqué qu'elle n'avait pas encore envoyé de devoir. Et là, je me suis dit, bien, on est déjà rendu la fin juillet, il reste un mois. Puis, comme elle m'avait dit durant la séance d'accueil, elle m'avait dit que elle voulait finir le cours pour rentrer à l'université au mois de septembre. Donc, j'ai fait une relance, appel téléphonique, je l'ai appelée et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Et elle m'a dit, oh, mon Dieu, j'ai complètement oublié. Donc, à ce moment-là, cette relance-là, c'était le moment clé pour que l'étudiant sache que tu as un cours, puis tu as 4 devoirs à remettre. Puis, en fait, elle était capable, même avec un mois, elle était capable de finir son cours, ses 4 devoirs et passer l'examen. Finalement, on a le 4e champ d'intervention qui est utilisé lors de la session intensive de l'été 2019, la rétroaction. Donc, la rétroaction se fait de façon technologique, donc en utilisant soit l'audio, soit la vidéo ou en visioconférence. Donc,
la rétroaction, bien évidemment, ça nous aide à féliciter et encourager nos étudiants après avoir fini un travail, après avoir fini un devoir, de donner des explications visuelles complètes. Donc, si on remarque que les étudiants qui sont un peu plus faibles ont besoin des rétroactions en visioconférence, on peut le faire. Ça l'aide aussi à restructurer la pensée de l'étudiant, à rassurer l'étudiant, offrir du soutien et rappeler notre présence tout en proposant un rendez-vous pour l'étudiant. Donc, tout ça, ce sont des points importants qu'on remarque lors de la rétroaction. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple de rétroaction en vidéo qui a été faite et vous allez remarquer que je pense que ça va vraiment encourager l'étudiant à bien persévérer. Bon, pour la question D, c'était très bien fait. Tes droites sont bien tracées. La chose que je te dirais, c'est de vraiment bien t'assurer que tes axes sont bien gradués. Question d'être plus précis au niveau de ta représentation graphique. Mais sinon, c'est excellent, Alexis. Je suis très, très fière de toi. Bravo. Donc, on peut tout de suite remarquer que de vive voix, je suis en train d'expliquer le bon travail de l'étudiant, puis je pense que ça aussi, c'est vraiment quelque chose que l'étudiant apprécie. Bien évidemment, il y a encore des défis à surmonter au niveau, sur le plan de la rétroaction. Donc, de respecter les délais de correction. C'est sûr qu'avec, j'avais une semaine de vacances pendant la session intensive qui a fait en sorte que j'avais un peu plus de délai. Donc, ça aussi, c'était un défi à surmonter. Effectuer des rétroactions vidéo pour chacun des devoirs. Donc, la plupart du temps, les rétroactions n'étaient pas simplement vidéo, mais bien audio. Et juste parce que de faire des rétroactions en vidéo pour tous les étudiants, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Malheureusement, on a juste 24 heures dans une journée. Proposer des rendez-vous de suivi aux évaluations dans la même semaine, surtout pour le dernier devoir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui arrivait, c'est que s'il y a des étudiants qui ont des devoirs avec des notes faibles rendus au devoir 4, bien, à ce moment-là, faire une visioconférence pour justement revoir le devoir en même temps, de faire une visioconférence pour assurer que l'étudiant est capable pour la séance de la préparation de l'examen, comme j'avais mentionné avant. Donc, tout ça, c'était vraiment difficile à faire en une semaine ou 2 semaines. Donc, surtout si le devoir a été remis dans la dernière semaine de juillet, puis qui doit étudier en plus, puis qui doit s'inscrire à l'examen et faire l'examen. Donc, c'était vraiment un enjeu au niveau de la temporalité. Maintenant, je vais discuter un peu des outils que j'ai utilisés. Donc, j'ai fini avec les 4 champs d'intervention. Donc, avec tout ce que j'ai fait pendant la session intensive, soit l'accueil, l'encadrement, le soutien, les relances et la rétroaction. Bien évidemment, j'ai dû utiliser des outils, entre autres, comme vous le voyez ici. On a en fait un agenda. Comme je l'ai mentionné au début, durant la séance d'accueil, j'invitais mes étudiants à prendre des plages horaires pour soit faire un appel téléphonique ou une visioconférence de soutien. Donc, on utilisait la plateforme SuperSAS. Donc, ça donne l'accès à l'agenda, permet en fait à l'étudiant de réserver une plage horaire pour qu'on puisse se rencontrer en visioconférence, qu'on utilisait en fait l'outil Zoom, en fait comme ce qu'on utilise en ce moment. Et je pense qu'en ce moment, la planète entière utilise Zoom, une des plateformes qu'on utilise pour la visioconférence. Donc, c'est un outil qui est super bien parce que ça me donne la chance de faire, en utilisant, comme j'ai dit, un tableau blanc virtuel, de donner des explications aux étudiants. Ensuite de ça, pour les rétroactions, on utilisait 2 autres outils, soit Camtasia ici et Audacity. Donc, Camtasia, c'est quoi? C'est vraiment un outil qu'on utilise pour faire la rétroaction vidéo. Donc, on a la chance de justement, comme je vous ai montré avec la vidéo que je viens de faire passer, en fait, ça, c'était en utilisant Camtasia. Donc, ça nous aide justement à faire notre rétroaction. Et Audacity, c'est juste un enregistrement audio. Donc, encore une fois, pour la rétroaction. Finalement, le dernier outil qui a été utilisé, c'est CamScanner. Donc, CamScanner, c'est
une application de numérisation. Donc, les étudiants peuvent l'utiliser pour numériser leurs devoirs et je peux l'utiliser en fait pour numériser des explications face aux problèmes des étudiants, donc des explications en mathématiques. Donc, tous ces outils ont été utilisés on a utilisé ceux-là versus d'autres parce que c'est juste simple à utiliser. Donc, c'est vraiment pour ça que ces outils ont été utilisés tout au long de la session intensive. Je vais maintenant passer la parole à Blandine et à Mathieu pour le suivi du projet. Oui, merci Nelly. Voilà, donc l'équipe du secteur de la recherche avec Mathieu et notre collègue aussi Patricia Gay qui s'occupe du développement des outils. Nous avons pu suivre le projet au cours de ces différentes phases. Alors rapidement, un portrait de l'été 2018. Donc ces chiffres nous ont permis de sélectionner les cours les plus pertinents, ceux qui avaient notamment le plus grand nombre d'étudiants et d'étudiantes inscrites. Donc on voit à l'été 2018, pour les 4 cours, nous avions 312 étudiants pour une durée moyenne, donc pour terminer un des 4 cours, d'environ 187 jours. On voit qu'à l'été 2019, on a sensiblement le même nombre d'inscrits, 343, et parmi ces 343 étudiants et étudiantes, nous avions donc 32 étudiants qui faisaient partie de la session intensive et les autres qui faisaient partie de ce qu'on a appelé la session régulière. Alors, je vous rappelle, l'objectif principal de la session intensive de mathématiques, c'était de mettre en place un cadre d'accompagnement spécifique. Donc, Nelly et Marie-Michel vous ont présenté ce cadre pour aider nos étudiants à réaliser leur objectif avec une temporalité sous contrainte. En fait, je voudrais insister sur le fait que nous nous sommes davantage concentrés sur la réalisation des objectifs des étudiants et moins sur leur performance. Alors, de manière générale, nous voulions proposer un modèle qui soit dédié aux étudiants qui ont une échéance précise, donc un objectif précis à atteindre. Pardon. Donc, sur le plan méthodologique, nous avons opté pour des approches à la fois qualitatives et quantitatives. Alors, qualitative, avec la création de 2 questionnaires. Un premier questionnaire qui était soumis aux étudiants de la session intensive au tout début de leur cours. Pour le réaliser, nous avons choisi une perspective d'éducation aux adultes en reprenant notamment les caractéristiques andragogiques de Malcolm Knowles, qui considère les apprenants adultes comme des êtres autodirigés, qui ont déjà construit une certaine expérience et qui ont la volonté d'apprendre. Et nous le verrons, certains de nos étudiants effectuaient un retour aux études. Alors, ce questionnaire avait pour but aussi de permettre une personnalisation de l'accompagnement par la tutrice. Donc, Nelly avait accès aux objectifs et aux défis de ses apprenants. Cela permettait aussi de créer un espace de partage plus personnel. Et puis enfin, pour l'équipe de la recherche, ça nous a permis d'obtenir aussi des informations plus précises sur notre public cible. En fait, ces renseignements que nous sommes allés chercher ne sont pas toujours accessibles dans les formulaires d'inscription. Et puis c'est important aussi de souligner que ce premier questionnaire n'était pas anonyme. Alors, le questionnaire de fin, lui, était davantage orienté vers l'expérience vécue durant la session intensive. On voulait notamment aussi valider certains aspects comme la numérisation des devoirs, la charge de travail, le rythme de la session également. Donc sur le plan quantitatif, bien sûr, vous le voyez, notre échantillon après cette première session, il est petit, mais on a pu quand même dégager certaines tendances en lien avec les objectifs que s'étaient fixés nos étudiants, et nous verrons donc en fait par la suite avec d'autres sessions intensives si ces tendances se confirment. Mais ce que nous avons déjà observé, et Mathieu vous le montrera, ça nous a permis quand même de dégager des directions d'amélioration et aussi des nouvelles pistes de travail.
Alors tout d'abord, nous pouvons dresser un portrait des étudiants qui ont participé à la session intensive de mathématiques. Marie-Michel mentionnait au début justement la grande diversité de nos étudiants. Donc si on regarde leur provenance, on peut constater que nos étudiants viennent en fait des 3 grandes régions administratives qui recoupent en fait habituellement le cégep à distance, c'est-à-dire la région de Montréal, la Montérégie et puis Québec. Alors, en fait, ce point est important aussi parce que nous avions identifié lors du recrutement de nos étudiants un enjeu qui était lié au centre d'examen. Donc Marie-Michel nous en a parlé. On avait ciblé 2 dates clés pour le passage des examens par rapport à la rentrée collégiale, donc un examen en août, et puis un autre examen vers la fin août pour les étudiants qui voulaient aller dans un parcours universitaire. Et donc, on devait bien s'assurer que nos étudiants aient la possibilité de passer leur examen dans un centre à proximité de chez eux. Et donc, c'est un point, Marie-Michel nous l'a dit, qu'on a soulevé lors du recrutement parce que c'était important. Et c'est intéressant, on le voit sur ce graphique, d'avoir accès à la répartition géographique de nos étudiants. C'est aussi intéressant, en fait, de regarder les proportions d'étudiants à la session intensive qui sont en commandite. Donc là, vous voyez sur le deuxième graphique, qui sont en bleu. Par rapport à la proportion d'étudiants admis au cégep à distance. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces proportions au sein du groupe intensif est très comparable à ce qu'on a d'habitude dans nos sessions régulières. Donc, on peut conclure que au regard de ces 2 paramètres, que l'échantillon des étudiants en intensif est comparable à notre population dite régulière du cégep à distance. On peut également regarder, avoir accès à d'autres paramètres, notamment l'âge de nos étudiants. Donc, on peut voir ici les étudiants qui sont dans la session intensive. On a là aussi une répartition dans les groupes d'âge qui est tout à fait comparable à ce qu'on peut avoir dans nos groupes réguliers. On peut noter quand même que dans notre groupe intensif, on a un peu plus d'étudiants qui font partie des 19 ans et moins. Et de l'autre côté du spectre, on a aussi un peu plus d'étudiants qui sont dans la tranche des 35-39 et 45-49. Donc, on a aussi accès à la moyenne générale au secondaire. Et là encore, vous voyez, quand on compare la moyenne au secondaire de nos étudiants du groupe intensif, c'est tout à fait comparable en termes de répartition à nos étudiants en session régulière. Et là encore, peut-être aux extrémités du spectre, un petit peu plus d'étudiants... donc là, non, pardon, ici, un peu moins d'étudiants qui ont moins de 70% en moyenne au secondaire, et un peu plus d'étudiants, par contre, qui se retrouvent dans la tranche 85-95%. On peut regarder aussi donc, la provenance de nos étudiants. Donc, la majorité sont des étudiants qui sont inscrits en sciences de la nature, sciences humaines également, et puis les préalables universitaires. Donc, on leur a demandé de façon ouverte dans ce premier questionnaire quels étaient leurs objectifs par rapport à ce cours de mathématiques. Et donc, vous voyez, la grande majorité de notre échantillon a pour objectif d'aller à l'université ou d'obtenir son DEC. Quelques personnes, donc on voit notre étudiant qu'on avait vu dans la capsule présentée par Nelly, c'est en lien avec le travail, d'autres c'est pour avancer dans leur parcours et d'autres voilà, plus dans une conciliation sport-études. Alors, ce qui était intéressant aussi de regarder, c'est leur expérience passée en formation à distance. Donc, on avait accès qu'aux informations en termes d'expérience avec le cégep à distance, mais on voit que la grosse majorité, donc 65% de nos étudiants en session intensive, n'ont jamais eu d'expérience en formation à distance. Alors qu'on peut avoir à l'opposé des étudiants qui en sont à leur 10e cours en formation à distance. On a aussi évalué la charge de travail de nos étudiants. Donc, on voit sur notre échantillon que plus de la moitié des étudiants ont 2 cours dans cette session d'été, voire 3 ou plus. Alors, notre public a des besoins par rapport au cours qu'il va commencer, mais il a aussi des attentes. Alors, nous voulions nous assurer d'y répondre à ces attentes. Nous leur avons donc demandé de façon ouverte et on voit que les attentes de notre public, bien sûr, l'attente principale, c'est la réussite au cours, mais on a aussi des attentes suscitées
par la session intensive qui sont davantage tournés vers l'accompagnement. Alors, on a dégagé 3 sous-thèmes en lien avec l'accompagnement. On a la disponibilité de la tutrice, donc les étudiants le verbalisaient ainsi, être en contact avec quelqu'un. On a aussi, en termes d'accompagnement, un accompagnement dans la gestion du temps, être bien encadré dans le temps, avoir un échéancier précis. Et puis enfin, une notion aussi de qualité par rapport à l'encadrement. Donc, les étudiants s'attendent à avoir un bon support. Mais il ne faut pas négliger aussi dans ces attentes, des attentes qui sont liées directement à la matière. Donc, on voit des étudiants qui veulent acquérir de nouvelles notions. D'autres aussi veulent se préparer à l'université. Alors, dans une posture andragogique, je vous l'ai dit, il est pertinent de miser sur l'autonomie de nos apprenants. Nos apprenants, en fait, savent les défis auxquels ils devront faire face pendant la session. Là encore, on leur a demandé de façon ouverte d'exprimer les défis qu'ils pourraient identifier avant de commencer la session. Et on voit que dans ces défis, la grande majorité sont liés au travail à temps plein, le temps, la gestion du temps. D'autres aussi, des défis liés à la matière. On voit la géométrie vectorielle, c'est un grand défi pour moi, ce que nous dit une étudiante. Et puis on voit aussi que certains étudiants n'ont pas de défi ou n'ont peut-être pas réussi à en identifier au début de la session. Et puis, voilà, dans un partage plus ouvert, à la fin du questionnaire, on leur a demandé, voilà, est-ce que vous avez des choses à partager pour terminer? Et on voit que dans ce partage, la temporalité revient fréquemment et on voit que le mot qui a été le plus utilisé, c'est le mot horaire. Donc, on voit, je suis très occupée, j'ai peu de temps accordé à mes études. Donc, on voit vraiment avant de commencer cette session intensive, la temporalité était déjà au cœur des préoccupations de nos étudiants. D'autres aussi nous ont partagé ce que disait en fait Nelly, l'a souligné à plusieurs reprises, la nécessité aussi d'accompagner les étudiants dans peut-être de l'anxiété qu'ils peuvent ressentir, des doutes également par rapport à la formule. Et puis notre étudiant aussi qui dit voilà, je me dois de réussir. Donc certains aussi se mettent de la pression. Ils doivent réussir leur cours de mathématiques pour pouvoir entrer souvent dans un cursus universitaire ou par rapport à leur travail. Alors, mais ces défis qui ne sont pas évidents à gérer ne semblent pas entamer la confiance de nos étudiants avant de commencer. Et on voit que la majorité de nos étudiants sont confiants, voire très confiants au début du cours. Et puis, on peut voir aussi, on a un petit groupe qui ne sait peut-être pas trop comment se situer avant de démarrer la session. Alors, nous avons maintenant une meilleure connaissance de notre public et si nous gardons en tête notre finalité, nous allons regarder maintenant avec Mathieu l'influence des différents facteurs sur la réalisation des objectifs qui ont été annoncés par chacun de nos apprenants avant de commencer. Donc, je laisse la parole maintenant à Mathieu. Oui, Mathieu. Mathieu, il faudrait ouvrir ton micro. Ton micro, oui. Oui, Mathieu, on ne t'entend pas. Est-ce que vous voyez bien maintenant? Oui, alors c'est parfait. On voit ton écran et on te voit et on t'entend. Donc, je te laisse la parole, Mathieu. Ouais, merci Blandine. Dans ce qui concerne notre travail dans l'équipe recherche, comme déjà mentionné, Marie-Michel, notre recteur recherche accompagne l'équipe dans l'évaluation de l'efficacité de cette formule intensive. Dans cette partie, j'aimerais introduire certains résultats des analyses quantitatives. Malgré un échantillon assez limité de notre première session, nous essayons de trouver des facteurs déterminants de la réussite du projet pour faire mieux dans les prochaines sessions.
Donc, nous avons déjà une meilleure connaissance de notre public, comme déjà présenté par notre collègue Blandine. Si nous gardons en tête notre finalité, nous avons grâce à l'influence de différents facteurs sur la réalisation de l'objectif annoncé. Nous avons utilisé un test non paramétrique de Russell-Wallis pour confirmer que les femmes performent mieux que les hommes dans notre échantillon de la session intensive. Ce succès peut être observé sur le graphique. Le nombre des femmes qui réussissent est beaucoup plus élevé que celui des hommes. Bien sûr que dans notre échantillon, nous avons plus de femmes que les hommes dans la formation. En plus, nous pouvons trouver également que le nombre des étudiants en actif à la fin du mois de septembre est encore très nombreux, car cette formule permet aux étudiants de continuer dans le modèle standard. Nous voulions ensuite comparer la persévérance entre les femmes et les hommes étudiants. Les résultats du test Q2 nous permettent de conclure que dans cette session intensive, les femmes se trouvent plus persévérantes que les hommes. Et cette conclusion est très utile pour nous dans la modélisation des facteurs déterminants de la persévérance des étudiants en formation à distance, parce que nous avons d'autres projets qui étudient sur ces critères. Pour mieux comprendre les facteurs de la persévérance de nos étudiants dans cette formation, nous avons revu les défis identifiés avant de commencer le cours et nous trouvons que le facteur temps est très important pour persévérer par rapport aux autres. Une fois que l'étudiant qui comprend les défis comme le travail ou l'anxiété, il peut surmonter plus facilement que les étudiants qui manquent de temps pour les études, parce que nous avons la question ouverte comme présenté Blandine. Ma collègue Blandine nous a présenté également que la plupart de nos étudiants sont confiants et très confiants à leur réussite dans la réponse du questionnaire au début du cours. En effet, à la fin du cours, avec notre analyse, nous trouvons un impact positif entre ces niveaux de confiance et l'atteinte de l'objectif. Pourtant, il semble que nos étudiants sont un peu trop confiants. Il y a seulement environ 50% des étudiants très confiants peuvent atteindre l'objectif à temps. Au début, nous avons un questionnaire pour comprendre l'objectif des étudiants de ces sessions intensives. Nous avons fait une comparaison pour voir si la note moyenne en secondaire Socrate fait l'effet sur l'atteinte d'objectifs de la formation. La réponse est oui. Vous pouvez observer sur notre graphique à gauche. Il existe une corrélation positive entre la note moyenne générale du secondaire et l'atteinte d'objectifs. Comme nous avons parlé de la diversité et l'occupation de nos étudiants, ils s'inscrivent à un seul cours ou plusieurs cours en session d'été. Nous voulions évaluer également l'impact des charges de cours à la réussite des étudiants. Le graphique à droite nous dit qu'il y a moins de chances de réussite pour les étudiants qui prennent plusieurs cours en été. À peu près 2/3 des étudiants qui prennent 3 cours ou plus ne peuvent pas terminer à temps. Quand nous analysons les objectifs déterminés dans les différents groupes des étudiants, une question nous arrive. Est-ce qu'il existe une pression de l'objectif pour la réussite à temps des étudiants? Autrement dit, est-ce que les stresseurs relatifs dans la théorie du syndrome général d'adaptation expliquent cette réalité? En effet, les données montrent que les étudiants qui déterminent les objectifs les plus ambitieux réussissent moins. Les apprenants qui veulent simplement avancer dans le cours a mieux réussi. En effet, on peut dire que juste avant la pandémie de COVID-19, la formation à distance demeure nouvelle pour un bon nombre des étudiants. Dans notre échantillon, nous avons à peu près 65% des étudiants qui n'ont jamais passé un cours à distance. Il y a seulement 35 qui ont déjà une expérience. Et la question est que est-ce que l'expérience en formation à distance peut aider les étudiants dans l'apprentissage? Les données analysées de nos étudiants montrent que le taux de réussite est plus élevé chez les étudiants avec les expériences en formation à distance.
En plus, on trouve aussi que le taux d'abandon et le taux de désinscription sont aussi plus élevés pour éviter le taux d'échec plus élevé des étudiants sans aucune expérience en FAD. Pour nous, c'est un choix intelligent, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir certaines comparaisons entre nos étudiants en session intensive et scène régulière de la même période d'été 2019. Avec la même durée de temps, les étudiants de la session intensive qui ont des accompagnements de la tutrice professionnelle de Nelly sont beaucoup plus efficaces à ceux que de la session régulière au niveau de temporalité. À peu près une moitié des étudiants en session régulière ne peuvent pas remettre aucun devoir après 4 mois, tandis que 2/3 des étudiants en session intensive ont remis tous les 4 devoirs. Pour évaluer l'intensité des activités de nos étudiants ainsi que notre tutrice dans la session intensive, le nombre de 636 messages écrits échangés entre 32 étudiants et une seule accompagnatrice absolument plus élevé du nombre que seulement 179 messages échangés entre 10 fois nombre d'étudiants et des tuteurs contractuels sur la même période. Voilà nos observations à partir des analyses quantitatives. Avant d'avoir des conclusions, je vous invite à retourner avec ma collègue Blandine avec les résultats du modèle de la session intensive d'été de mathématiques. Merci Mathieu. Alors, si on revient maintenant à nos objectifs de départ, bah oui, nous l'avons vu avec Nelly et Marie-Michel, l'institution a réussi à mettre en place une structure qui permet une session intensive de mathématiques en formation à distance. Nous pouvons également conclure que à la date du 30 septembre 2019, donc on s'est laissé un petit peu de marge pour permettre aux étudiants en fait de passer leur examen et l'université accorde souvent en fait par rapport, donc les étudiants doivent s'engager à avoir leur examen, mais fin septembre, les étudiants peuvent généralement commencer leur parcours universitaire. Donc, on s'était donné un petit peu de marge et on voit qu'à la date du 30 septembre 2019, on a 2/3 de nos étudiants qui ont atteint leurs objectifs. Alors, au-delà des chiffres, nous pouvons voir aussi la perspective des étudiants qu'on a réussi à appréhender à travers notre questionnaire final. Et on voit que la difficulté du cours, la charge de travail aussi ont été jugées appropriées par les étudiants. On voit également que la majorité des étudiants ont apprécié le cours. On voit qu'ils recommanderaient la formule intensive à d'autres personnes. Et puis, l'accompagnement fait par notre tutrice a été également apprécié. Alors pour terminer, on avait, et Marie-Michel en a parlé au début, on avait, avant de démarrer la session intensive, une incertitude par rapport à l'étape de numérisation des devoirs. On a donc voulu recueillir la perception des étudiants après le cours et en fait on a été agréablement surpris. On voit en fait que voilà, tous les étudiants ont été très à l'aise, voire totalement à l'aise avec cet aspect de numérisation des devoirs. Et quand on leur a demandé de décrire en un mot cette étape de numérisation, bah, vous voyez c'est le mot facile qui revient le plus, pratique, rapide. Donc ça nous a rassurés aussi. Alors, il faut dire aussi qu'on avait quand même bien préparé cette étape. Marie-Michel vous l'a dit, on a fait beaucoup de tests, on a créé des tutoriels aussi pour les étudiants. Et donc, on voit que cette étape-là, c'est très bien placée. Et c'est intéressant, en fait, aussi pour nous, on oublie parfois, on a moyen d'aller chercher de la rétroaction auprès de nos étudiants. Donc, on pourrait aussi, pour terminer, ouvrir notre réflexion et nous demander pourquoi 1/3 des étudiants n'a pas atteint son objectif. Donc, on peut apporter des hypothèses. Tout d'abord, la taille de notre échantillon. On l'a dit avec Mathieu, c'était un petit échantillon. Donc, malheureusement, la session intensive de mathématiques de cet été a été suspendue à cause du contexte. Donc, on attend d'autres sessions intensives de mathématiques pour pouvoir augmenter la taille de notre échantillon. Également, comme hypothèse possible,
possible la charge de travail des étudiants. Donc, on l'a vu, la moitié des étudiants avaient 2-3 cours durant la session d'été, beaucoup travaillé également. Et puis enfin, une dernière hypothèse qui peut expliquer qu'un tiers des étudiants n'a pas atteint son objectif, la matière en elle-même, les mathématiques. Alors, finalement, quelle dynamique s'est mise en place ? Donc, au cœur du trouble apprenant, tutrice et contenu, nous avons l'apprenant. Et l'enjeu, lors d'une session intensive, c'est de créer rapidement un lien pour mettre en place une relation pédagogique qui accompagne l'apprenant vers l'atteinte de son objectif. Nous l'avons vu, les outils technologiques vont permettre d'accélérer la mise en place de ce lien. Alors par contre, l'apprenant va devoir s'approprier le contenu de façon plus rapide, voire plus stratégiquement. Et quant à elle, la tutrice va devoir anticiper également les questions des étudiants en ciblant les points plus problématiques. Alors, ce qui est important, c'est que le fait de connaître finalement l'objectif à court terme de nos apprenants a été crucial dans notre démarche d'accompagnement. Donc, je laisse Marie-Michel conclure. Merci Blandine. Je vais terminer avec les perspectives. On l'a vu donc avec Blandine et Mathieu, nos résultats sont encourageants. Donc, grâce à l'accompagnement bonifié et malgré une temporalité sous contrainte, les étudiants ont réussi à atteindre leur objectif. Encore une fois, au niveau des perspectives, ce qu'on veut, c'est renouveler l'expérience. Blandine vient de le mentionner. Malheureusement, étant donné le contexte de pandémie, la session d'été intensive 2020 a été suspendue. Mais c'est certain qu'on va reprendre en 2021 là, pour réussir à avoir un plus grand échantillon à observer, à avoir encore plus de résultats là, à fournir à ce niveau-là. Également, au niveau des perspectives, on a commencé une nouvelle expérimentation au Cégep à distance pour répondre non seulement aux étudiants qui ont des contraintes de temps, mais également pour répondre aux besoins variés de nos étudiants en termes de soutien. Il s'agit du projet Relance. On l'a vu avec Nelly, l'importance de contacter régulièrement les étudiants pour leur permettre de garder le rythme. Donc, dans ce projet-là, ce qu'on veut faire, c'est de personnaliser les relances en fonction des besoins des étudiants. C'est de multiplier les communications pour renforcer encore davantage la relation entre l'étudiant et le tuteur. Bref, c'est d'intensifier l'encadrement pour aider l'étudiant à garder le rythme et donc à rester motivé. Je vous ramène à la ligne du temps. On l'a vu tantôt avec Nelly. Ici, vous avez rapidement là, les relances qui avaient été mises en place dans le cadre du projet pilote initial. Et on vous montre également ici les nouvelles relances qui ont été mises en place dans le cadre de ce nouveau projet-là. Donc, vous voyez qu'elles se sont littéralement là, multipliées. J'en dis pas plus. Je parle ici de perspective. Donc, ce qu'on aimerait effectivement, c'est de pouvoir vous présenter ce projet-là, peut-être, qui sait, à l'hiver prochain. Voilà, ça fait le tour du projet de modèle intensif. On serait rendu à la période des questions. Il y en a eu quelques-unes dans le clavardage. Je pense qu'on a bien suivi là, quand même. Il n'y en a pas qui sont restés en suspens. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre, bien entendu. Donc, je ne sais pas si Mathieu, Nelly, vous voulez ouvrir vos micros aussi. Il y a d'autres Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Réaume, M. Vu, Mme Calini et Mme Courcot. Donc, pour procéder pour les questions, ce qu'on fait, je vous invite à faire, c'est de procéder de deux façons. Soit lever la main dans le module participant de Zoom ou encore d'écrire vos questions dans le clavardage. C'est tranquille au niveau des questions. Je pense que la première question dans le clavardage. Un instant. Mme Marceau vous remercie. Mme Gagnon, c'est la même chose. Très beau projet. Donc, tout était très clair. N'hésitez pas, hein, on a encore une bonne quinzaine de minutes là, pour pouvoir poser des questions. On a nos intervenants ici présentement en ligne, donc profitez-en. On a une question ici de Mme Picard. S'agit-il d'un travail à temps plein pour votre tutorat? Oui. Donc, je travaille à temps plein.
problème. Si vous voulez en connaître un peu davantage sur les tuteurs qui travaillent à temps plein au cégep à distance, vous pourrez consulter également les ateliers du REFAD qu'on a fait. J'ai mis les liens au début du clavardage. On en parle davantage là, des tuteurs professionnels au cégep à distance, dont Nelly fait partie. Je ne sais pas si on pourrait... Est-ce qu'on pourrait peut-être... attendez, je vais juste mettre les... en fait, Blandine, est-ce que tu pourrais mettre partage d'écran avec nos adresses courriels? Peut-être que si les gens sont trop timides pour poser des questions maintenant, ils pourraient prendre en note. Donc, on peut peut-être mettre nos adresses courriels. Ah, ici. Ah, OK. Voilà, donc vous pouvez prendre en note nos adresses courriels. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions s'il y a des choses qui vous viennent en tête là, par la suite. Donc, aussi, il ne faudrait pas oublier d'évaluer l'atelier. Donc, je vous place l'hyperlien dans quelques secondes. Je vais vous placer l'hyperlien dans le clavardage. Ça ne sera pas long. Donc, voici l'adresse donc pour pouvoir compléter l'évaluation de l'atelier. Et je tiens à souligner que quand l'enregistrement sera disponible, on va vous faire parvenir le lien pour l'enregistrement et normalement, vous pouvez partager le diaporama, j'imagine? Oui, il n'y a pas de problème. On a brouillé les vidéos en plus, là, donc pas de problème. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Les gens sont timides, je pense. Merci pour les commentaires positifs. Oui, on a effectivement. Ah, on a une question. Si j'ai bien compris, ces cours ne sont pas présentés en présentiel, en ligne, en direct. Non, effectivement. Au cégep à distance, nos cours sont asynchrones, autoportants, c'est notre modèle. Donc, il y a des moments où les tuteurs sont en présentiel, pas en présentiel, qui sont synchrones avec les étudiants lors des séances d'accueil, de l'encadrement, etc. Mais nos cours, notre modèle au cégep à distance, c'est la formule asynchrone autoportante. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. D'autres questions? Donc, gênez-vous pas. D'autres, une question de Mme Anfield. Donc, vous avez mentionné que le cours intensif ne sera pas offert cet été, mais qu'en est-il des autres cours? Sont-ils offerts? J'imagine qu'elle fait référence aux cours en ligne. OK, donc, je comprends que vous ne parlez pas des cours intensifs, mais vous parlez de nos cours en général au cégep à distance. Donc, la réponse, c'est qu'en fait, nous, ça ne nous affecte pas là, en ce moment ce qui se passe au niveau de la pandémie. Étant donné que nos cours sont en ligne, nos tuteurs sont à distance. Donc, les étudiants peuvent toujours s'inscrire au cégep à distance, mais on n'aura pas la formule intensive là, comme telle, parce que souvent, ce sont les aides pédagogiques des collèges réguliers qui nous envoient les étudiants.
Donc, c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là, là, à ce moment-ci. Mais les étudiants peuvent s'inscrire au cégep à distance là, sans problème actuellement et même pendant l'été. Et en tout temps, en fait, là, nous, les inscriptions, c'est continu. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour la réponse. J'espère, Mme Anfield, que vous avez eu réponse à vos questions. Elle a dit merci, donc j'imagine que... OK, je n'ai pas vu passer. Et que font-ils alors pour passer leur examen? Je ne sais pas si Alexis, tu veux ouvrir ton micro pour répondre à cette question-là? Alexis, notre directeur, en fait. Oui. Donc, deux choses pour d'abord répondre à Esther. Est-ce que vous envisagez de développer des cours en direct? On parle de synchrone. La réponse, c'est non. Le cégep à distance n'a absolument pas l'intention de développer une offre de cours synchrone. On accompagne certains collèges dans leur désir d'hybridation ou dans la création de capsules là, pour faire de la classe inversée. Mais nous, on n'a pas de projet de faire de cours en direct. Pour ce qui est de la passation des examens dans le contexte de pandémie, parce que oui, ça nous affecte quand même un peu à ce niveau-là, on est en train de tester la mise en place d'examens en ligne qui viennent avec une entrevue de validation. Donc, on avait déjà certains de nos examens qui étaient des examens pratiques avec entrevue de validation. Donc, l'idée, c'est évidemment là, de laisser passer l'examen et de s'assurer par la suite que c'est bien l'étudiant qui a fait l'examen en question. Donc, il y a une discussion qui est faite avec le tuteur. C'est à l'essai présentement. Évidemment, là, on est en pilote parce qu'on se transforme à la vitesse grand V, hein, un peu comme l'ensemble de la société. Donc, on fait des tests, on va essayer différentes formules et ça, c'est celle qu'on privilégie pour le moment. On saura dans les prochaines semaines là, ce vers quoi on veut aller pour la suite. Merci, M. Thibault. Juste pour une question complémentaire, mais habituellement, vous fonctionnez comment? Juste pour mon plaisir personnel, comment vous fonctionnez quand il n'y a pas de contexte de pandémie? Comment est-ce que vous fonctionnez pour les évaluations? Jusqu'au 13 mars, donc, il y avait des séances de passation d'examen à travers le Québec. Donc, on a 49 collèges ou centres là, qui participent avec nous et il y a des inscriptions à ces séances-là et tout partait donc par la poste et revenait par la poste. On numérisait et ça tombait dans les dossiers des tuteurs pour correction. Donc, c'était essentiellement des examens en salle sous surveillance. On avait, comme j'ai dit, quelques examens pratiques et c'est le modèle qu'on utilise là, pour tenter de le répliquer sur des examens qu'on faisait en salle jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Parce qu'évidemment, le fait que le contexte de pandémie vous amène à changer vos pratiques, évidemment, et de regarder du côté de l'évaluation en ligne, surtout pour les sommatifs et le certificatif. Oui, bien en fait, c'est ça. Nos évaluations au niveau des devoirs, en fait, ça a toujours été en ligne, donc à distance. Mais effectivement, pour les examens, on n'a pas le choix de rapidement s'ajuster pour permettre aux étudiants de pouvoir compléter. Merci beaucoup, Mme Marion. D'autres questions? On va faire comme dans une classe, on va attendre à donner un délai pour pouvoir répondre. Sinon, moi, je pense que je vous remercie une fois de plus, à tous les quatre. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Et je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Donc, on pourrait mettre fin à l'enregistrement et laisser les gens s'en aller.